Et en effet, il s'est appuyé d'abord sur Turgot, ensuite sur Necker, mais qui est quand même un homme un peu plus conservateur. Mais il les chasse à chaque fois. Il y a cette phrase, je voulais simplement vous interrompre une seconde, Jean-Christian Petit-Fils, parce qu'elle est prophétique. Quand il se débarrasse de Turgot, parce que justement celui-ci est très critiqué par l'aristocratie, par la noblesse, Turgot a cette formule extraordinaire, dit-il à Louis XVI, n'oubliez jamais, sire, que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur un billot. Et c'est Charles Ier, c'était le roi d'Angleterre, qui a été décapité en 1649. Il faut le dire, Louis XVI a été fasciné toute sa vie par le destin de Charles Ier. Il avait le livre d'histoire d'Angleterre de Hume, il le relisait souvent, et jusque dans les derniers temps, il le relira, et essayant justement de faire le contraire de ce qu'a fait Charles Ier au moment de son procès. On pourrait éventuellement en reparler, mais et prenant le contre-pied, Charles Ier étant opposant sa propre légitimité à ses juges et disant que de quel droit me jugez-vous, Louis XVI au contraire va essayer d'entrer dans le jeu de ces juges pour essayer d'expliquer qu'il était tout à fait honnête et qu'il a pratiqué la politique voulue. Revenons-en à sa politique financière avec ses grands financiers, donc avec Turgot qui s'en va, Necker qui est également chassé. Arrive un troisième, le plus important sans doute, qui est Calonne, qui arrive, je crois, en 1780 à la tête des finances et qui va proposer au roi, ou je ne sais pas si c'est le roi qui le lui propose, ce que vous appelez une véritable révolution royale. Ça, c'est ce qu'on oublie tout le temps. On a l'impression, en vous lisant Jean-Christian Petit-Fils, que Louis XVI a fait avec Calonne et a raté avec Calonne ce que réussira la Révolution française, parce qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de l'abolition des privilèges. Absolument. Le plan Calonne, auquel Louis XVI adhère pleinement, et jamais peut-être un roi n'a à ce point soutenu un ministre, est véritablement révolutionnaire. Il s'agit d'abolir les barrières douanières intérieures, de proclamer la liberté du commerce des grains, ce qu'avait tenté déjà de faire Turgot, de créer une banque nationale à partir de la caisse d'escompte, de créer des assemblées provinciales pour aider l'intendant à la répartition des impôts, et puis surtout de créer un impôt en nature qui s'appelle la subvention territoriale, qui est un rappel de la dîme royale de Vauban, du projet de Vauban, qui consiste bref à fiscaliser tous les privilégiés, l'Église de France, qui était exempt des et la noblesse, la haute aristocratie. C'est la nuit du 4 août, 2 ou 3 ans avant la nuit du 4 août. Donc c'est une rationalisation de l'État, suppression des privilèges indus, suppression des abus, et malheureusement, Louis XVI se meut dans une société complètement bloquée, et ce plan Calonne se heurte à l'opposition des notables, puis après, ultérieurement, malgré quelques modifications, à l'opposition des parlements. Ça, c'est quand même un velléitaire de ce point de vue-là. Ça, c'est pas une légende. Tout le monde l'a souvent dit. C'est un homme qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses idées, qui a finalement freiné des cas de fer, enfin pas freiné des cas de fer, mais qui a finalement buté devant l'obstacle que représentait l'aristocratie. Oui, c'est un homme timide, faible, influençable, c'est indiscutable, mais il faut mesurer aussi le poids des résistances. Et ces résistances sont vraiment très puissantes, très fortes. D'où c'est l'échec de cette révolution royale, donc qui échoue, avant celle qui se déclenchera 2 ans plus tard et qui, dit-on, aurait surpris Louis XVI lorsque le matin du 15 juillet 1789, le duc de La Rochefoucauld lui annonçait ce qui s'était passé la veille à Paris. Sire. Qu'y a-t-il? Les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Oh, mon peuple, que vous ai-je donc fait? J'aimais la vertu, la justice. Votre bonheur fut mon unique objet, et vous me traînez au supplice, et vous me traînez au supplice. Français, n'est-ce pas parmi vous que Louis reçut sa naissance? Le même ciel nous a vus naître tous, j'étais enfant dans votre enfance. Oh, mon peuple, ai-je donc mérité tant de tourments, tant de peines? Quand je vous ai donné la liberté, pourquoi me chargez-vous de chaînes? Pourquoi me chargez-vous de chaînes?
Et c'était Marc Augeret, La complainte de Louis XVI, une chanson qui date de 1793, 4 ans après le début d'une révolution, qui au début, il faut le rappeler, Jean-Christian Petit-Fils, n'est pas dirigée ni contre Louis XVI, ni même contre la monarchie. Non, l'idée est de créer une monarchie constitutionnelle. Le problème, c'est qu'en fait, on s'y est assez mal pris, puisque dès le début de la Révolution, le 17 juin et puis le 20 juin, avec le serment du jeu de paume, les États généraux qui se sont proclamés Assemblée nationale et qui vont bientôt se proclamer Assemblée nationale constituante, accaparent la totalité de la souveraineté. Et dès lors, le roi n'est plus qu'un roi suspendu, en quelque sorte, en attente de sa feuille de route, si je puis dire, puisqu'on va écrire une constitution dans laquelle on définira exactement son rôle. Les choses se sont passées de cette façon, et à partir de là, on peut dire que dès le départ, les choses étaient mal enclenchées. Vous voulez dire qu'au fond, parce que il se met, on le force évidemment, à arborer la cocarde tricolore, il accepte les débuts de la Révolution, il va même accepter et prêter serment à cette constitution qu'on lui impose, mais sans le vouloir. Hein. Est-ce que on l'a souvent accusé justement d'avoir constamment cédé aux pressions de la rue, des révolutionnaires les plus durs? Est-ce que c'était par faiblesse? Est-ce que c'est par conviction? Est-ce que c'est par calcul? Est-ce que c'est aussi, on l'a beaucoup dit, à cause de l'influence qu'exerce sur lui une femme devenue extrêmement impopulaire depuis l'affaire du collier de la reine qui a précédé la Révolution, et qui était Marie-Antoinette et qui était sa femme? Non, c'est plus compliqué que cela. En fait, la grande révolution, c'est ce déplacement de souveraineté. Le roi n'est plus le souverain. Et ça, c'est quelque chose d'important. Autant Louis XVI était prêt à accepter une représentation nationale, sous la force des événements, sans aucun doute. Mais il en admettait la nécessité d'une représentation nationale, d'une assemblée unique à la fin. Au départ, il voulait 3 assemblées, puis après 89, il était d'accord pour une assemblée unique, donc une représentation de la nation. Mais lui-même voulait être l'incarnation de la nation, voulait être le représentant de la souveraineté. Et donc, il pensait plutôt à une révolution de type anglais. Vous savez qu'un siècle plus tôt, en 1688, les Anglais ont fait une révolution, c'est la deuxième, puisqu'il y a eu d'abord la première avec Cromwell, la seconde, c'est la Glorious Revolution, c'est la révolution libérale qui a permis en fait une évolution vers la démocratie, puisque aujourd'hui l'Angleterre est le pays le plus démocratique du monde, si l'on peut dire, mais qui a aussi une tête couronnée comme donc. Ça c'est le modèle auquel se référait Louis XVI. On peut le dire, bien sûr, puisque aujourd'hui encore, la reine d'Angleterre dans son parlement est souveraine, mais il n'empêche qu'il y a une représentation des populations et qu'il y a un premier ministre qui détermine la politique. Il voulait pas abandonner sa souveraineté et voulait donc un exécutif fort face à une assemblée qui aurait voté le budget. Vous n'avez pas répondu à ma première question, Jean-Christian Petit-Fils, à une de mes questions. C'est le rôle, parce qu'on a dit que c'était un homme sous influence, homme influençable. Alors le rôle de l'entourage, on l'a vu, qui lui a imposé ou qui lui a imposé d'abandonner les réformes qu'il a faites avant la Révolution, et notamment celle de Calonne, et le rôle aussi de Marie-Antoinette, qui lui aurait été une très mauvaise conseillère. Le rôle de Marie-Antoinette n'a commencé à prendre de l'ampleur qu'à partir de 1787, après l'échec du plan Calonne. Louis XVI, comme je le disais, c'est tellement investi dans ce plan de révolution royale que, se heurtant à l'opposition absolue de la haute aristocratie, à une contre-révolution véritablement aristocratique, il est tombé dans une sorte de dépression nerveuse, et le Louis XVI que nous connaissons à travers les manuels scolaires, c'est un peu ce Louis XVI postérieur à 1787. Avant, il était tout à fait différent. Et Marie-Antoinette elle-même a été horriblement déçue de l'opposition de la cour, et elle dira cette phrase tout à fait étonnante qu'on connaît généralement pas: je suis la reine du tiers, moi. Donc il y a une tentative d'alliance entre le roi et le tiers-État qui a échoué à ce moment-là contre la haute aristocratie. Comment expliquer, Jean-Christian Petit-Fils, que ce roi très populaire pendant presque toute la durée de son règne avant la Révolution, jusqu'en 1786, et même au début de la Révolution, il est acclamé à la fête de la Fédération, il donne le sentiment qu'il se rallie à la Révolution, brusquement devienne, parce qu'il est devenu impopulaire. On l'a même accusé de trahison. Évidemment, on pense à l'affaire de Varennes, quand il s'en va. Là, est-ce qu'il a trahi cette révolution? D'abord, est-ce qu'on peut trahir quelque chose auquel on n'adhère pas, finalement, à laquelle il n'adhérait pas sincèrement? Il acceptait, comme je le disais, il acceptait une représentation de la nation, il acceptait les conquêtes de la Révolution, il acceptait les droits de l'homme, il a, avec quelques réticences au début, mais il les a acceptés. Il a même, on l'a pas dit, parce que c'était antérieur à la Révolution, il faut peut-être le mentionner, c'est important, sa politique vis-à-vis des protestants et des juifs. Absolument, il a pris un statut particulier pour les protestants, donc sous l'influence de Malesherbes, et à Malesherbes, il a dit, Monsieur de Malesherbes, vous vous êtes
restait protestant. Maintenant, je vous fais juif. À vous de vous occuper d'eux. Et en effet, il y a eu quelques mesures qui ont été prises. Probablement, c'est pas l'émancipation des juifs qui sera décidée sous la Révolution, mais c'est déjà une très bonne chose. Et puis, il y a eu l'abolition de la torture, etc. Il y avait beaucoup d'éléments très positifs dans le règne de Louis XVI. Louis XVI, donc, a essayé d'être finalement le roi de la Révolution. Il a accepté de couronner cette Révolution, mais c'est plutôt la Révolution qui ne voulait pas de lui. Et à tel point que on a construit une constitution, la constitution de 1791, avec un exécutif faible. On lui a donné quand même quelques éléments de pouvoir qui étaient le droit de veto, mais aussitôt que le roi l'exerçait, la foule était dans la rue, on criait Monsieur Veto, à bas Monsieur Veto, à bas Madame Veto. Il y a une volonté, on se levait pas à l'Assemblée quand le roi se présentait. Il y avait donc une volonté d'humilier le roi, et ça a profondément choqué Louis XVI. Dans votre livre, Jean-Christian Petit-Fils, on a l'impression d'un roi révolutionnaire avant la lettre, avant la Révolution. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre, vraiment, où on apprend des tas de choses inconnues ou peu connues ou oubliées sur Louis XVI? C'est une réhabilitation? En partie une réhabilitation, certainement par rapport notamment à la vision fausse de ce roi benet, lourd, faible, que nous présente les manuels scolaires. Ceci étant, il ne faut pas tomber dans la géographie du roi martyr. Mais ça, c'était les historiens monarchistes. Sous la Restauration, on a poussé beaucoup cette sensibilité. Non, j'ai essayé de présenter le vrai visage du roi, et c'est un visage, à mon avis, méconnu. C'est un roi méconnu. Louis XVI mérite d'être davantage connu. Sans doute, sa faiblesse a occulté une grande partie de ses qualités. Merci Jean-Christian Petit-Fils. Je recommande donc chaleureusement la lecture de votre biographie, qui est passionnante et, si je puis dire, révolutionnaire. Louis XVI, donc, qui vient d'être publié chez Perrin. À lire également La monarchie des Lumières d'André Zisberg, publié aux éditions du Seuil dans la collection Point Histoire. Vous avez pu entendre des extraits des deux films, La Révolution française et Les Années-Lumière et Les Années Terribles, c'est un film en deux parties, de Robert Enrico et Richard Effron, avec Jean-François Balmer, qu'on a entendu dans le rôle de Louis XVI et qui est disponible en VHS chez Gaumont, ainsi qu'un extrait de La Tribune de l'Histoire d'André Castelot, diffusé le 14 janvier 89 sur France Inter. Ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph Julien, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation.